Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais adresser des félicitations à monsieur le réalisateur. Je trouve que le film est très intéressant et on peut écrire beaucoup de choses sur le film. Donc, ça parle beaucoup de sujets par rapport à la discrimination, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'éducation. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler. Mais avant d'entamer le débat, je voudrais vous poser quelques questions. La première question, c'est de nous parler du contexte de la réalisation de ce film. Donc, vous avez réalisé ce film dans quel contexte? Et qu'est-ce qui vous a animé à réaliser ce film? Merci de projeter le film ici. Voilà. Merci pour ce débat. Voilà, je suis très heureux. J'ai trouvé la bonne position. Voilà. Donc c'est une adaptation d'un livre. Mais ce qui me marque encore, même quand juste quand je vois cette image, en fait, c'est de me dire, en fait, ça se passe en France. D'ailleurs, ça pourrait se passer n'importe où dans le monde. Ce serait aussi choquant. Mais en tout cas, en tant que Français, je pense que ce qui m'a étonné et qui m'étonne encore aujourd'hui, et même finalement il n'y a pas eu énormément de retours sur le film, et donc en dehors de, voilà, en tant que réalisateur on a toujours envie que le film soit vu, mais c'est vraiment la question de pourquoi cette indifférence. Voilà. Je pense que c'est au centre de tout en fait. Et l'idée de faire le film, bah, c'était, en fait, moi j'ai lu le bouquin, je me suis dit bon, super, un projet genre La Cité de Dieu, génial, des films qu'on voit jamais, etc. Mais j'étais pas attaché en fait. C'était vraiment juste une idée de cinéma. Après, je me disais, ça va être compliqué à faire, je connais pas du tout l'endroit. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, maintenant, il faut absolument le faire, même si on nous a dit que c'était impossible, et ma productrice la première, pour plein de raisons. Parce que c'est des outre-mer, c'est cher, c'est compliqué. Mais je me suis dit, maintenant, il faut le montrer, le raconter, et ça va être, les gens vont halluciner. Et en fait, la fiction, ça permet parfois, alors que parfois il y a des news, tu vois des images de Mayotte, mais c'est loin, ça paraît pas réel, les gens ça les intéresse pas pour plein de raisons. J'ai pas les réponses. Hein. Et je me suis dit en tout cas quand on va s'attacher au personnage, on va vraiment réaliser la réalité, quoi. C'est de la fiction pour raconter la réalité. Et voilà, donc c'était ça l'idée, c'était ça l'envie, c'est ça le film, c'est ça. Voilà. Et après, bizarrement, j'en parle parce que effectivement, il n'est pas tellement diffusé. Donc moi, ben, voilà, je suis mal placé pour vous parler des qualités du film, donc j'imagine, enfin, il est loin d'être parfait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui raconte Mayotte, qui raconte les Outre-mer, qui raconte une histoire, et qui est aussi la cause de ce qui se passe. Je me suis dit, en faisant le film et en montrant, en communiquant, ça va aider à ce que les problèmes se résolvent, je ne sais pas comment, mais en tout cas la communication, ça a toujours été un peu mon cheval de bataille. Non, mais de se dire au moins si les gens se parlent, si les gens sont au courant des choses, et ben c'est le début de quelque chose. Voilà, bon, voilà, ça va se faire petit à petit. Ok, donc vous avez essayé de dédier la fiction à la réalité, d'essayer de montrer la Mayotte, parce que moi en regardant le film, bon, je me dis que bon, la Mayotte c'est un territoire oublié. Et je ne sais pas si je vais parler de négligence ou d'oubli. Et pour moi, ce que vous avez fait, c'est intéressant parce que à partir de ce film, à travers de ce film, on peut faire une lecture de la situation de ce territoire. Et que, bon, pour moi, c'est important de diffuser ce film et que ça va permettre aux gens de connaître la Mayotte, de connaître la situation que cette population-là est en train de vivre. Bon, avant de m'adresser à nos sœurs, je voudrais aussi vous poser une deuxième question. Est-ce que vous êtes arrivé à diffuser ce film à Mayotte? Et si oui, quel est le sentiment de la jeunesse mahoraise en regardant ce film? Quel est le sentiment? Est-ce que, pour vous, est-ce que vous avez arrivé à réparer quelque chose? Merci. Le film, en tout cas pour l'instant, là où je pense qu'il a été le plus vu, c'est à Mayotte. Et en ce moment, à La Réunion, il continue à être diffusé. Et ça, j'ai l'impression que ça intéresse les gens. En tout cas, il y a un écho. À Mayotte, ouais, on est allé le montrer à la fois au cinéma qui est le cinéma de Chirongui, qui est dans le sud de l'île. Et il y a plein de spectateurs qui sont venus, pas forcément des bidonvilles ou pas forcément
en tout cas des quartiers défavorisés, mais on va dire la classe moyenne. Et dans cette classe moyenne, il y a beaucoup d'enfants qui avaient genre 15 ans, qui n'étaient jamais allés dans le sud de l'île. C'est une île qui fait 300 km², ils ne sont jamais allés dans le sud. Donc c'est ça aussi que ça raconte. Donc c'est la première fois qu'ils allaient au ciné, première fois qu'ils allaient dans leur île qui faisait 1 heure de route à 15 ans, parce que l'insécurité, parce que plein de choses. Et donc ils ont vu le film, et il y en avait plein au départ qui disaient bah non, en fait ça va donner une mauvaise image de l'île. Je leur disais mais en fait on n'en est pas là pour l'instant, vu qu'en fait vous n'arrivez même pas à vous déplacer dans l'île. Il faut arrêter de penser à l'image et au tourisme, ça va venir, mais c'est dans un deuxième temps. Et en tout cas, effectivement, il y a plein de choses que je n'ai pas montrées. Il y a la douceur, la beauté de l'île. Bon, je l'ai montré à ma manière, mais il y a plein d'autres histoires à raconter. Et comme c'est le premier film, hein, je pense qu'il y avait un peu une attente que tout soit dans le film. Donc ils ont dit maintenant, c'était pas possible. Mais au final, que ce soit ceux qui étaient déjà un peu pour le projet et les autres, tout le monde a dit bah ouais, c'est Mayotte et ça fait du bien, il faut le montrer, il faut le diffuser. Je pense que c'est vraiment quasiment unanime. Enfin, en tout cas, c'est ça les retours que j'ai eus. Même. Et après, il y a eu des discussions. Maintenant, pourquoi vous avez. Eh oui, mais vous avez raison quand même. Et, voilà. Et après, on l'a montré aussi à Kaweni, dans un des endroits où on a tourné. Donc, il y a un bidonville où il y a beaucoup de sans-papiers qui nous ont aidés, notamment les chaudronniers là, qui font les casseroles. Donc, on l'a projeté devant 500-600 personnes. Toutes les familles, personne n'a bougé pendant 1 heure et demie. En tout cas, ils étaient voilà. Et ensuite, ce qui était hyper beau, c'est qu'il y en a qui m'ont dit. En fait, c'est la première fois qu'on voit un film avec des endroits qu'on connaît, des gens qu'on connaît ou des histoires qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Donc c'est marrant parce que moi j'y avais pas pensé du tout. Je me dis bon ben voilà, on fait un premier film à Mayotte, il y avait un côté un peu le premier film. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire un premier film dans un endroit? C'est que c'est la première fois que les gens étaient représentés. Et pour vous dire sur Réparer, puisqu'il y a aussi les jeunes qui ont joué dans le film, donc Bruce, le chef, il m'a dit avant la projection, il m'a dit ouais, il était déjà content en me disant voilà, j'ai eu les couilles, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai eu les couilles de le faire. Bah ouais, parce que être comédien, être devant une caméra avec une équipe, il n'était pas acteur, mais à un moment il s'est dit allez, j'y vais. Quand je l'ai rencontré et que je lui ai dit tu peux le faire, c'est ton histoire. Quand j'ai compris qu'il ne savait pas lire, je lui ai dit mais c'est l'histoire du personnage. En plus il voulait apprendre à lire, je lui ai dit mais tu vas apprendre parce que t'es celui qui a le plus de texte en fait, donc il faudra de toute façon que tu apprennes à lire. Là il m'a dit ouais, tout le monde n'aurait pas eu les couilles de faire ce que j'ai fait. Et non, mais ils ont été tous hyper courageux et je pense que le projet se termine parce qu'il y a toujours des gens qui viennent sur cette île, mais les gens repartent au bout d'un moment, c'est un peu le problème aussi. Et bah, moi je suis reparti aussi, en tout cas, mais on est revenu avec un film terminé qu'ils ont montré, qui continue à passer dans l'île. La dernière fois ils devaient aller le présenter, finalement, bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils y sont pas allés. Ils sont pas allés parce que voilà. Mais voilà. C'est intéressant. Si on prend l'exemple de Bruce, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a appris le français avec le film, et puis lui, en le voyant, et son rôle, ça montre aussi l'authenticité du film. Donc ça montre aussi l'originalité du film. En tout cas, merci beaucoup et vous avez assuré. Donc par rapport à nos sœurs, bon, vous avez fait des recherches dans ce territoire, vous avez fait des recherches sur la Mayotte. Vous avez regardé aussi le film. Donc, après avoir vu le film, est-ce que le réalisateur a un peu reflété la réalité du territoire? Merci beaucoup, merci de nous avoir invités, merci pour ce film et pour cette projection. Enfin, je partage l'idée que c'est vraiment important qu'on puisse avoir des lieux et des moments de débat et pas que justement entre personnes qui s'intéressent à Mayotte, dans notre cas depuis longtemps, depuis 2012, une dizaine d'années. Et on fait partie de ces gens qui ne restent pas, mais qui reviennent très régulièrement. Merci pour votre film aussi, parce qu'on se disait là très rapidement, juste quand les lumières se sont rallumées, on avait toutes les deux lu le livre et aimé certains aspects et trouvé que certains aspects du livre étaient très mal, restituaient assez mal la réalité de Mayotte. Et votre film est très juste, notamment sur... je trouve qu'on a accès à la façon dont ils se construisent, c'est beaucoup plus juste que de ce qui est prêté à Bruce, notamment comme réflexion. Dire aussi qu'on travaille depuis longtemps donc, sur cette frontière,
peut-être une première chose que je voudrais dire ici, qui me paraît important, c'est que, et on le voit très bien dans le film, il n'y a pas des migrants qui arrivent à Mayotte comme s'ils étaient arrivés avant-hier et éventuellement ils sont renvoyés par la police. On voit très bien que c'est une circulation continue dans cette frontière qui effectivement est un cimetière, mais c'est aussi une frontière extrêmement poreuse. Et ça, la situation de Mayotte de ce point de vue-là, elle est singulière, mais elle ressemble aussi à beaucoup d'autres frontières, c'est-à-dire que les frontières ne servent pas à empêcher les gens de les franchir. En revanche, qu'est-ce qu'elles produisent? Elles produisent le fait que les personnes qui sont sans papier, les personnes qui sont liées à cette histoire migratoire, se retrouvent en permanence fragilisées, en permanence discriminées au quotidien. Et ça, on le voit vraiment très bien. Le fait que finalement, voilà, je vais peut-être pas développer davantage, on reviendra peut-être dans le débat. Je vais passer la parole à Élise pour compléter. Élise Le Mercier. Voilà, on nous appelle les deux Élises. Merci beaucoup pour le film, moi j'ai vraiment apprécié, et c'est évidemment un film très très fort, très dur aussi, à la réalité aussi à certains moments de ce qu'on peut ressentir quand on est à Mayotte et qu'on va à la rencontre des jeunes. On a fait, pour donner incarner un peu ce sur quoi on fait des recherches, on a travaillé sur les inégalités, les politiques sociales, les bidonvilles, et notamment sur la prise en charge des jeunes. Donc évidemment, c'est aussi des terrains, enfin vous avez filmé à Kawini, à Gaza, et aussi à Majicavo. Vous êtes allé aussi, j'imagine, un peu à Majicavo, par le côté. J'ai fait le casting un peu partout dans l'île. D'accord. Majicavo, c'est le seul endroit où j'ai senti que je ne pourrais pas tourner, parce qu'ils sont en guerre avec tous les autres quartiers. Enfin, en tout cas, les jeunes que j'ai vus, c'est le seul endroit où je me suis senti vraiment pas à l'aise. Ouais. Ils m'ont dit, on est d'accord de tourner, mais on ne veut pas qu'il y ait des gens de Kawini, on ne veut pas qu'il y ait des gens de Kourou, on ne veut pas qu'il y ait des gens de Vaïbé, on ne veut pas. D'Ougénie, ouais. Ça c'est une chose qui est aussi très intéressante, je trouve, comment dire. Les phénomènes de bande à Mayotte, ils prennent une part importante dans l'expérience de certains jeunes, et je trouve que le livre et aussi votre film essayent de restituer cette expérience où on voit, je trouve le film le restitue bien parce que on voit le monde à travers ses yeux et on voit que le monde des adultes n'existe pas. Donc il ne faudrait pas donner l'impression à quelqu'un qui regarderait le film et qui ne connaît pas Mayotte qu'il n'y a pas d'adultes, qu'il n'y a pas d'adultes dans le bidonville. On les voit un petit peu, hein, mais il y a des adultes dans le bidonville, il y a des petits-enfants, il y a des pères, il y a des mères, il y a des, je sais pas, il y a des mosquées, il y a des écoles coraniques. Voilà. Il y a aussi il se passe des choses dans la vie des adultes, aussi dans ce bidonville. Il n'y a pas que des ados qui sont ou des jeunes qui sont en train de fumer de la chimie, il y a aussi ça, mais il y a tout ça, il y a toute une vie dans le bidonville qui est structurée, qui a une vie sociale dense en fait, et hétérogène. Et je trouve que c'est important pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur et qui ne connaît pas Mayotte, de replacer ce regard. Je trouve que le parti pris que vous avez expliqué tout à l'heure, il est hyper intéressant de regarder le monde à travers ses yeux, et je trouve que là, les yeux de mots, hein, cette fois-ci, ce qui n'est pas tout à fait... dans l'écriture du livre, c'est pas tout à fait la même chose. Le parti pris que vous avez pris dans l'adaptation, je trouvais très intéressant de ce point de vue-là. Et j'avais envie de restituer ça dans un contexte plus large, en fait, pour que les gens comprennent que c'est une expérience dans le bidonville et qui souvent domine aussi ce qu'on dit sur les bidonvilles. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à certains moments, le livre avait eu des réceptions un peu paradoxales ou contradictoires un peu à Mayotte, parce que le sentiment qu'on restitue toujours ceux dont on parle le plus, c'est les jeunes des bandes des bidonvilles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais vous restituez leur point de vue, donc c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut en dire dans les médias traditionnellement. Et je trouve que le fait que vous ayez une démarche participative avec les jeunes, ça leur donne ça les incarne et ça leur donne une couleur qui est très intéressante dans le film, dans la manière je trouve, de voir aussi les interactions. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup apprécié la scène où Jumbo Score, je fais la pub pour Jumbo, excusez-moi, mais voilà, tous ceux qui sont allés à Mayotte ont reconnu le grand supermarché de Mayotte. Donc j'aime beaucoup cette scène au Jumbo Score où on voit ce qui est vraiment au cœur des débats sur la prise en charge des jeunes par des travailleurs sociaux,
où on voit qu'ils sont en position, ils sont tiraillés en fait. Hein. Ils sont vraiment tiraillés. Il y a une population qui dit mais arrêtez de vous occuper d'eux, vous faites venir les étrangers à Mayotte en vous occupant d'eux, alors qu'on voit, comme l'a dit tout à l'heure Élise, que ce sont des jeunes qui sont français. Il le dit, il montre sa carte. J'aime cette scène-là où il dit moi aussi je suis français, vous voyez, c'est ma carte d'identité française. Et je trouve que c'est très intéressant de restituer toutes ces interactions, tous ces débats publics qu'il y a autour de la prise en charge des jeunes qui sont en errance ou des jeunes qui relèvent aussi parfois de la protection de l'enfance. Hein. Ils ne sont pas que des délinquants, ils sont aussi des enfants, des mineurs à protéger. Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que tout à l'heure on a vu aussi le rôle des associations, on a vu aussi le refus des étrangers par les Français de Maroc. Par exemple, au niveau de la station, on a vu Bruce qui a été refusé par le gang par les Français de Maroc. Et cela montre aussi l'importance de ce que vous avez montré. Mais bon, avant de continuer le débat, j'aimerais avoir le sentiment du public, juste 2 personnes. Donc, vous nous donnez votre appréciation du film. Bonjour, moi j'ai adoré le film. En fait, c'est la deuxième fois que je le vois. En fait, je suis venu aussi pour vous voir, le réalisateur, entre autres. Et le seul petit bémol que je mettrais, c'est juste l'absence de monde féminin. Mais après, c'est une réalité que vous avez dit. Vous avez dit que c'est une réalité, vous n'avez pas dit que c'est tout Mayotte. Et bon, moi j'ai vécu 1 an à Mayotte. Je ne connais pas Mayotte, même si j'ai vécu 1 an à Mayotte. Tout ce qu'il y a là, il y a des choses, j'ai entendu parler, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai vécues. Et après, c'est vrai que c'est vraiment le sens du détail, vraiment des choses. Quand on est avec eux, en fait, on y fait attention. Mais je crois que la scène finale, le fait qu'ils ne le suivent pas dans l'eau, ça m'a rappelé que les Mahorais, ils vont rarement à l'eau. Vous avez dit qu'il y a aussi une scène quand il parle à sa mère, il y a un prof qui rentre. C'est vrai que très souvent, en fait, moi j'en suis l'exemple parfait. Ben, comme ils disent, les Mzungu, ils restent jamais longtemps. Et c'est vrai que c'est pas forcément bien vu, et ce qui peut se comprendre en fait. Hein. Et il y a encore une troisième chose qui m'avait bien frappé. Ah, et là, je ne l'ai plus. Mais ouais, moi par exemple, les bidonvilles, je les ai fait 6 fois et 2 fois parce que j'avais des élèves qui habitaient en fait, tout simplement. Donc, comme moi j'étais à l'époque, il y avait le confinement et donc l'ordinateur ils connaissent pas trop, l'électricité ils connaissent pas trop, donc pour donner les devoirs, il faut bien aller au bidonville, donc il fallait y aller, donc on est monté, on y allait et tout. Mais c'est vrai que moi tout ça, c'est des choses que j'ai très peu vues, hein, très très peu vues, hein, parce que moi je vis avec les Mzungu principalement. Et après, avec mes collègues aussi locaux. Donc avec eux, c'était quand même plus simple. Voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est des réalités dont j'ai souvent entendu parler. Et entre autres, aussi l'attaque de la voiture. On sait bien tous qu'il ne faut jamais rouler après 18h. Sinon, après 2h du matin, mais entre 18h et 2h du matin, on ne roule jamais à Mayotte. Ouais. Enfin, c'est la règle que j'ai apprise et que je respectais à peu près. Donc, moi, j'ai adoré le film. J'ai adoré la scène finale surtout. Et j'ai adoré qu'il y ait une fin comme ça. Ça m'aurait embêté s'il y avait quelque chose derrière, paradoxalement. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à... Non, sur le premier point, non, mais encore une fois, le film, il montre pas tout Mayotte. Il y a un moment, moi, quand j'ai rencontré des jeunes et des bandes, il y avait quelques jeunes filles qui faisaient même des mouringués, donc des combats, qui étaient vraiment impressionnantes, des fortes personnalités. Et au début, je me suis dit, tiens, ça va être super, elles vont être dans la bande. Mais c'était pas le même film. C'était d'un seul coup, il y avait un truc, je sais pas, qui était moins anxiogène que la bande décrite dans le livre. Et en fait, que ces mecs soient que entre eux, ça raconte aussi un monde encore plus enfermé, quoi. Donc je me suis dit, je vais rester là-dessus, quoi. Même si c'est dur,
c'est l'histoire, et c'est d'ailleurs, ces jeunes, c'est plein de bandes, enfin c'est plein de jeunes qui se sont retrouvés pour le film, qui sont de quartiers différents et qui en général se connaissent pas, et ont même une appréhension les uns envers les autres parce que y a toujours des conflits entre les différents endroits, sachant qu'en plus il y a une seule route quasiment, donc tout le monde passe devant les autres villages avec les bidonvilles au-dessus. Ils se cachent parfois dans les voitures quand ils passent devant Magicavo. Quand ils passent, dans la voiture, il y en a qui se cachaient parce qu'on passait devant Magicavo et ils allaient à Congo. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin voilà. Donc en tout cas, ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés, il y a eu cette bande. Après, dans la réalité, ils ont souvent des mains. En tout cas, c'est pas des. Et il y en a qui ont des papiers. Et pour revenir juste et après, en tout cas, ils en ont tous ras-le-bol de la violence. Là, quand j'y suis retourné, je parlais avec Bruce. Et c'était un moment en février où il y avait beaucoup de violence. Dans une semaine, il y a eu des trucs hallucinants. Encore une fois, comment ça se fait qu'on n'en ait pas entendu parler ici, des choses horribles tous les jours quasiment. Donc la population en a ras-le-bol. La même population aussi qui dit pourquoi vous faites ce film à la gloire de ces jeunes qui sont les personnages principaux. C'est pas à la gloire d'eux, mais en tout cas, je leur disais bah non, mais voilà, au moins on en parle. Et donc il me disait c'est Bruce et Nas, et il me disait bah ouais, mais nous en fait quand on est dans la violence, c'est une manière de, c'est qu'on a peur aussi, on a peur de cette violence et c'est une surenchère pour d'une certaine manière intimider les autres quoi. C'est vraiment une course en avant où voilà, tout le monde en a ras-le-bol. On a tourné 2 semaines à La Réunion parce qu'on a eu de l'argent de La Réunion. Mayotte nous a pas du tout aidé, jamais, pas seulement financièrement quoi. Vous connaissez. Et alors c'est cher, c'est dangereux, c'est compliqué, c'est dangereux, les hôtels sont très chers. Donc voilà, c'est vraiment compliqué de tourner. Donc on a tourné 2 semaines à La Réunion. C'est pas censé être à La Réunion. C'est des scènes chez la mère et tout ça. Et les jeunes avec qui qu'on a réussi à faire venir, donc il a fallu ceux qui avaient des papiers, ceux qui n'avaient pas de papiers, il a fallu changer des rôles, et aucun voulait repartir quoi. Parce que d'un coup tu pouvais te balader dans la rue sans te dire que tu vas te prendre un caillou quoi. Donc on parle de ça en France. Encore une fois, dans le reste du monde c'est dramatique, mais en tout cas moi je parle d'un endroit voilà, en France aujourd'hui, et les gens s'en foutent. Donc, il a parlé d'un point très intéressant, c'est la violence. Et, on a vu dans le film que Bruce et son femme, ils étaient dans la violence. Donc, ils incarnaient la violence. Vous qui avez fait des recherches sur l'île, et si on parle de la violence, il y a de Mayotte, et ce référendum supposait que Mayotte était un territoire autonome, alors que Mayotte n'était pas un territoire autonome. Et alors là où je conteste un peu juste votre formulation, Mayotte n'était pas française avant le référendum. Il ne voulait pas rester français parce qu'il ne l'était pas vraiment avant, d'une certaine façon. Donc moi je suis très très pessimiste, et je trouve que le film, et le roman d'ailleurs, ne portait pas beaucoup d'espoir. Je viens de faire partie d'une étude sur la culture et le spectacle vivant à Mayotte avec quelques-uns de mes collègues. Et voilà, cette situation, même au niveau de l'action culturelle, etc., même si l'État y va, même si l'État met les moyens, on sent qu'on est dans une perfusion d'arrivée de métropolitains qui viennent, qui repartent, etc., avec beaucoup effectivement de politique sociale, de politique culturelle, mais globalement l'enjeu politique est tel que je suis très pessimiste, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Okay, merci. Je crois qu'il y a une question derrière vous, et après je... Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je reviens sur la question de visa Balladur. Vous savez, aux Comores, avant les Comoriens, parce que Mayotte est une île comorienne, ça j'insiste, et les Comoriens ne vont pas cesser d'aller à Mayotte. Parce qu'on a nos cousins, on a nos cousines, on a nos tontons qui sont là-bas. Quand vous regardez bien ce qui se passe à Mayotte réellement, il n'y a pas que les Comoriens. Il y a des Malgaches, il y a des enfants malgaches qui font partie aussi des gens qui dealent ou qui font n'importe quoi à Mayotte. Avant, quand il n'y avait pas le visa Balladur, les Comoriens allaient, ils ne restaient pas à Mayotte, hein. Ils faisaient l'aller-retour. En réalité,
C'est parce qu'aux Comores, actuellement, depuis d'ailleurs, il y a un problème concernant la santé. Et quand vous regardez ceux qui sont partis en Ngazidja, il y a une grande différence entre Ngazidja et Mayotte qu'on dit aujourd'hui qu'elle est française. Des intellectuels, quand on fait une comparaison entre ceux qui font vraiment des études, venez à la Grande Comore, comparez entre la Grande Comore et Mayotte, vous allez voir que la Grande Comore, les gens sont bien instruits par rapport, je suis désolé, par rapport aux gens qui sont à Mayotte. L'État français occupe illégalement l'île de Mayotte. L'indépendance a été votée à l'unanimité par les 4 îles. Ce qui s'est passé après, c'est un petit groupe de gens qui ont fait une manipulation, que derrière, ils ont dit, oh attention, il ne faut pas écouter, on fait révolution. Mais en réalité, Mayotte est une île comorienne. Donc quand vous avez une Comorienne qui est rentrée à Mayotte, elle est enceinte, elle a accouché, on l'expulse et on laisse l'enfant. Est-ce que vous voulez que cet enfant, en plus, qui n'est pas pris en charge, s'élève tout seul dans la rue, en grandissant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ce qu'on a vu. C'est la délinquance. C'est la délinquance. Donc c'est l'État qui crée cette délinquance. Je suis désolé, parce que l'État français a délaissé l'île de Mayotte. On dit c'est un département. En réalité, regardez la différence entre Mayotte et l'île de la Réunion, ou aux Antilles. Il y a une grande différence. Donc moi, je ne sais pas pourquoi l'État français insiste à occuper l'île de Mayotte. Et nous, on va toujours réclamer notre île. Et on ne va pas cesser d'y aller. Ça, c'est sûr. Même si, je sais, ils prennent des risques. Mais voilà. Moi j'ai des cousins et des cousines. Hein. Mon oncle, il a vécu 25 ans à Mayotte. Maintenant, il est en France. Et j'ai des cousins et cousines. J'ai la chance que je suis français, je peux aller les voir quand je veux. Mais imaginez mes cousins qui sont au Comores. Ils ne les ont jamais vus et qu'ils aimeraient bien aller. Mais ils vont faire tout le nécessaire d'y aller. Et puis après, hein, la pauvreté, elle existe aussi en Ngazidja. Quand on est à Mayotte et qu'on sait qu'on est malade, on peut, soi-disant, être soigné convenablement, on reste. Voilà, je m'excuse. Merci. Merci beaucoup. Non, juste, bon, de toute façon, en tout cas, moi je suis pas pressé, mais en tout cas, on pourrait. Est-ce que vous pouvez nous en parler en tant que chercheur, en tant qu'anthropologue et sociologue? Oui. Alors en général, les chercheurs ne cherchent pas une cause unique à la violence. Hein. C'est évidemment plus compliqué que ça. Plus que d'expliquer la violence des jeunes, je suis d'accord sur le côté intimidé. Je trouve que c'est une bonne formule que je n'ai jamais utilisée, mais je trouve qu'effectivement, il y a un effet de mise à distance, de mise à l'écart. Par exemple, le fait de passer par l'arrière des forêts, de vivre à l'arrière des villes. Et je trouve que, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui m'a semblé très intéressant, vous avez dit je suis montée dans le bidonville, je suis allée voir, et j'étais avec mes collègues, c'est ce que vous avez dit, et nous, dans nos entretiens, on s'est rendu compte que parfois, on était allé plus souvent dans le bidonville que des gens qui habitent à Mayotte, et qui sont des Français de Mayotte, comme vous avez dit. Voilà, donc des gens qui ont grandi à Mayotte, et qui sont nés à Mayotte, parfois, méconnaissent vraiment les bidonvilles. Ce sont des espaces qui sont qui sont très ségrégés, pourtant ils sont juste à côté, en fait. On passe à côté, on les voit, et pourtant c'est très mis à distance. Et il y a cette espèce de vie en parallèle qui se connecte parfois, où on se touche, on se rapproche parfois sans le vouloir, et parfois avec violence en fait. Mais il y a ces événements de contact entre différents groupes qui parfois ne vivent pas ensemble, mais qui vivent les uns à côté des autres. Et cette réalité est extrêmement violente en fait, parce qu'on vit des choses très différentes les uns à côté des autres. Et je trouve que le film le montre bien quand on le voit dans sa maison avec sa maman, avec son copain qui est à côté. Lui, il se sent par son histoire, enfin c'est comme ça que je l'interprète, hein, il se sent par son histoire une proximité avec cet enfant. Et en même temps, il y a énormément de logique d'exclusion aussi, à l'école, dans la classe, dans la cour de récré. Nous, les enseignants nous racontent qu'ils jouent aussi aux enjoignés qui sont chassés par la police, etc. Mais les enfants, ils ont
intégrer en fait toutes ces structures sociales qui sont violentes, tous ces rapports de pouvoir qui sont violents, et ils rejouent à ça parce que ça fait partie aussi de leur expérience, et c'est ces violences qui vivent les enfants aussi. Voilà, c'est ces violences que vivent beaucoup d'enfants, donc ça génère de la violence, d'autant que eh ben, y a assez peu d'intervention d'institutions en fait, hein, qui pourraient prendre le relais. Si on était en métropole, ils prendraient le relais. Là, il y en a très très peu. Et vous avez montré un exemple d'institution, mais il y en a d'autres, mais elles sont souvent très éloignées du bidonville en fait. Sauf la police, et encore même la police, j'ai entendu un sauf la police, mais même la police, hein, elle a du mal à aller dans certains endroits. Voilà, il y a des endroits où c'est difficile d'accès, et les jeunes préfèrent évidemment aller dans les endroits où c'est difficile d'accès pour la police. Mais la violence, pour restituer une petite anecdote et pour faire le lien avec quelque chose qui nous semble important à dire aussi sur la violence à Mayotte, c'est que je faisais un entretien avec un groupe de jeunes de Kawéni, très proche de ce que vous avez montré, et je discutais avec eux et ils me parlaient la violence qu'eux-mêmes étaient violents. Oui, ils surjouaient aussi un peu devant moi. Ça, c'est toujours un peu compliqué dans les entretiens, hein, comment dépasser ce discours un peu de façade. Enfin, j'imagine que ça a été pareil pour vous, hein, de montrer que ouais, on est fort, on est violent, on est dangereux. En fait, on s'approprie le stigmate aussi, hein, et on intègre le stigmate et on le rejoue, on le joue et le rejoue. À un moment donné, pour essayer de changer dans le type d'interaction dans l'entretien, comme c'était en 2016, je leur ai dit, vous parlez de la violence, de votre violence, mais moi, il y a d'autres formes de violence qui m'inquiètent aussi à Mayotte. C'est notamment ce qu'on appelle les décasages à Mayotte. C'est-à-dire le fait, les voisins d'un village qui vont aller expulser, faire une liste de ceux qui sont considérés comme des étrangers du village, qui seraient sans papier alors qu'ils ne le sont pas forcément en plus, hein, mais qui vont produire une violence. Et voilà, je pense que c'est intéressant aussi de mettre en perspective différentes formes de violence qui sont sur l'île et qui, je ne dirais pas qui expliquent, mais quand même qui alimentent en fait. Il y a aussi des formes de revanche, et de plus en plus, hein, là vraiment on voit des tags, des choses comme ça. Il apparaît ces dernières années aussi beaucoup plus alors pas un discours cohérent, mais des choses qui sont énoncées par les jeunes pour dire, bah voilà, nous, c'est en réponse au fait aussi aux expulsions, aux décasages. Je te laisse compléter peut-être sur les travaux qu'on a fait sur les décasages. L'essentiel peut-être de rappeler, plus qu'une cause en fait de la violence, peut-être des violences qui sont emboîtées, imbriquées, et qui s'ancrent dans l'histoire coloniale aussi des Comores, et la violence le moment de la décolonisation, mais aussi donc de l'indépendance et de ce moment où Mayotte reste française, où on a fait beaucoup d'entretiens auprès de gens qui l'avaient vécu, cette césure des années 1970 qui nous a été présentée, je dis nous, le public métropolitain, comme un choix pacifique et démocratique par référendum. Et en fait, le récit que les uns et les autres en font est beaucoup plus violent. Ça a été un moment terrible, et pour tout le monde, avec des indépendantistes et puis des pro-Mayotte françaises qui étaient dans les mêmes familles, et des violences, des gens qui ont été expulsés vers les Comores, enfin en fait c'est une mémoire qui aujourd'hui n'est pas dite, et en plus on a ce mythe par-dessus de voilà, c'est un choix qui a été fait, et qui est très relayé aussi aujourd'hui par tout l'ensemble des élites politiques mahoraises, de dire Mayotte est française par choix, on a voulu devenir français pour pouvoir être libre, etc. Donc cette histoire de cette séparation violente sur fond d'intervention française et de conflits au sein d'un archipel, qui n'en finit pas. Et donc cette violence de la frontière par laquelle vous ouvrez le film, c'est aussi, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont vous reliez cette violence de la gestion de la frontière au quotidien avec la violence de ce que eux vivent. Et y compris Bruce, à un moment, il le reproduit.
quand il dit bah, toi t'as pas de papier, de toute façon je vais aller vendre tes marmites à ta place et c'est moi qui fixe le prix. Et vous voyez, ce rapport de pouvoir imbriqué, en fait, c'est aussi ça, et très très inégaux et très tendu. C'est ça qui produit aussi toute cette violence. Et je trouve qu'on y accède bien à cette compréhension, même si, bien évidemment, et je veux dire, notre expérience le prouve, il y a tout un tas d'autres aspects dans la vie sociale des bidonvilles qui est nettement moins comment dire, saturé de violence, comme vous le montrez. C'est agonistique, en fait, c'est ça le mot. Pour rebondir. Non, sur la violence qu'il y a à Mayotte, c'est aussi cette espèce de... J'ai l'impression, et c'est toujours cette histoire de communiquer, c'est à montrer le film à l'extérieur, mais à Mayotte même, tout est tabou, si vous voulez. Donc on a l'impression qu'il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Les gens entre eux se disent pas forcément s'ils sont comoriens parce que c'est mal vu. Donc tout est secret, toutes les histoires sont... Il n'y a pas de récit. Enfin, il n'y a pas de récit puisque cette histoire, elle est racontée comme si... Quand on regarde les résultats des référendums, c'est des résultats qu'on a vus nulle part ailleurs. C'est des 97... Enfin, je sais, je veux pas... Le deuxième, oui. Le deuxième. Oui, bah. En tout cas, c'est des chiffres qu'on voit rarement ailleurs, quoi. Donc en gros, il y a un truc qui tourne pas rond. Donc les gens n'ont pas la parole, et d'un seul coup, en tout cas, je sais que quand on a montré le film, et que c'était plutôt avec des lycéens, d'un coup, je les voyais, ils n'osaient pas trop parler, et bien d'un coup, ils parlaient, et en fait, ils avaient envie de dire des choses. C'est vraiment, il y a pas cette habitude de la parole, il n'y a pas cette habitude non plus de la fiction. Donc voilà, je veux dire que cette violence, tout ça c'est lié, quoi. C'est-à-dire, et ces jeunes qui sont sur l'île, qui sont sans papier ou avec des papiers, mais comme il y a eu un problème à l'enregistrement dans leur prénom, mais c'est quasiment, il y en a plein. Ils n'ont pas de papier depuis qu'ils sont nés sur place, et donc c'est quand même dur de ne pas avoir d'identité, enfin sans faire de la psychologie, voilà, mais ils sont là, ils n'ont pas de papier, en plus ça pose des gros problèmes administratifs. Il y en a qui sont nés là à 20 ans, on les en renvoie aux Comores. Enfin, sur le tournage, il y en a eu, genre il a été renvoyé, après il a réussi à revenir, et genre il m'a appelé en panique, genre c'est la première fois qu'il est arrivé là-bas, après on avait un ami qui était à la radio à Anjouan qui l'a récupéré, il avait jamais, et en fait il connaissait personne. Donc en fait, il y a un truc d'être déboussolé sur où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, d'être vachement stigmatisé, montré du doigt tout le temps. C'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont super, des super acteurs, des gamins, des envies, etc., ils se retrouvent et ils surjouent parfois leur rôle de violence. Et il y a des trucs horribles, et ils prennent de la chimique et ils font n'importe quoi. Enfin voilà, il y a plein de choses horribles. Mais au final, ils sont là, ils n'ont même pas vraiment d'existence dans le présent. Et le pire, enfin, pour moi, je leur disais parfois à ceux qui n'arrêtaient pas de prendre de la chimique et qui culpabilisaient, je les encourageais pas du tout, mais je leur disais, mais soyez pas trop dur avec vous, prenez pas de la chimique, mais c'est dur pour tout le monde de se projeter dans la vie, dans le futur. Mais vous êtes sur une île avec aucune possibilité d'en sortir, et vous n'êtes pas le bienvenu sur cette île même, en restant en général dans des quartiers limités, donc c'est pas 300 km², on parle de quelques kilomètres carrés, en n'allant jamais non plus jusqu'à la mer, parce que la mer leur appartient pas, ils ont peur, ils ne savent pas nager, c'est pour plutôt les touristes, quand il y en a, des touristes, des gendarmes, quoi. Et je leur dis, mais voilà, soyez pas trop dur avec vous, n'importe qui dans votre situation aurait envie de voyager en prenant, en buvant, voilà, donc le faites pas, mais il faut comprendre aussi d'où ça vient, et le futur, il n'y en a pas sur cette île. Il y a très peu de sociétés. En fait, tous les gens, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de profs. Il y a plein d'associations qui font un boulot super, d'autres qui sont dans un rapport aussi du métropolitain. Nous, on m'expliquait, ils disaient non, il ne faut pas que vous fassiez ce film avec ces jeunes, c'est pas bon pour eux, pour leur futur. Tu vas dire, mais c'est pas comme s'il y avait 200 projets non plus. Tu vois. Laissez-les décider. Mais le futur, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas de société, il n'y a pas de compagnie pour travailler dans une compagnie. En fait, ils n'ont pas de futur. Ils n'ont pas de présent, ils n'ont pas de futur. Donc, les gens vous disent, le film il est dur, mais moi en fait je le trouve pas dur. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas une comédie
sur la sécurité que je voulais dire tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui nous a frappé sur ce recul sur 10 années. Au début, quand on est arrivé à Mayotte, les gens continuaient à faire du stop. Vous savez, c'était voilà, un système très répandu. Il suffisait de se mettre sur le bord de la route et puis de demander, et les gens se transportaient les uns les autres, et de manière pas si sélective que ça. Et progressivement, vous voyez ces consignes de sécurité qui se donnent aux métropolitains qui arrivent, et les horaires, et le gardiennage, pour avoir enquêté avant sur la société sud-africaine, on voit bien comment c'est un nœud comme ça qui se resserre au fur et à mesure. Toujours plus de sécurité, toujours plus de violence, toujours plus de tension, et c'est vrai que ce crescendo, on l'a vu se durcir au long de ces années, vraiment. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, juste rebondir sur ce que vous avez dit. Bon, pour moi, la violence s'explique par les différentes formes de discrimination. Donc, on peut parler de discrimination sociale, discrimination économique, discrimination culturelle. Et il y a un aspect qu'on oublie parfois, parce que n'oublions pas que les Mahorais et les Comoriens sont liés par l'histoire. Même à Mayotte, les gens parlent parfois la même langue. Et que pour les Comoriens qui sont à Mayotte, toutes les lois qui ont été introduites, pour eux, c'est une forme d'illusion. Par exemple, l'effet en 1995, l'effet d'introduire un passeport, le visa Baladur, qui a limité le déplacement des Comoriens à Mayotte. Et aussi, on peut parler aussi de la modification du droit au sol en 2011. Toutes ces situations administratives ont contribué à la violence à Mayotte. Donc ce sont des questions importantes. Donc la gestion administrative, la gestion étatique est très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que les gouvernants arrivent à gérer cela. Donc c'est une question à prendre en considération. Et tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé de la colonisation. Et moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une colonisation aboutie ou d'une colonisation réussie, vu le film qui a été présenté tout à l'heure, et que le film reflète, à un moment donné, la pauvreté que les populations de Mayotte vivent actuellement? Est-ce qu'on peut parler d'une décolonisation réussie ou c'est à vous la parole? Alors, vraiment, colonisation réussie, c'est un... Ah oui, décolonisation, parce que je veux dire, ça c'est vraiment un oxymore. Non, est-ce qu'on peut même... Enfin, c'est vraiment cette question qui se pose pour les outre-mer français qui sont restés rattachés à la République après les indépendances. C'est-à-dire, au fait, cette idée de est-ce qu'on est dans une situation de décolonisation ou est-ce qu'on est dans une situation coloniale qui perdure? C'est ça la question. Et c'est une question vraiment difficile dans le cas de Mayotte parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, politiques très puissants, très forts, très ancrés pour demander à rester français, pour réclamer toujours plus de France, si je puis dire. Sophie Blanchy a une expression de Mayotte a voulu rester française à tout prix. Vous voyez, c'est pas seulement une imposition comme ça par le haut, il y a eu vraiment ce mouvement d'une île qui ne voulait pas être sous la domination des voisins. Et c'est resté très puissant dans l'adhésion qu'il y a et nous, ce qu'on a pu voir, c'est une progression aussi là, sur ces 10 années, quand même assez impressionnante de l'installation, de la francisation de Mayotte. L'État français a changé le système, la façon le nom et le prénom se sont imposés et l'état civil a dû être transformé. L'ensemble en fait des politiques publiques, je ne sais pas comment le formuler de manière simple, mais en tout cas c'est presque un mouvement, vous voyez,
d'installation de l'État français de manière, et des institutions françaises et de normalisation. Et là, les mouvements sociaux qu'on a vus, qu'on voyait au début en 2012 contre la vie chère, réclamant l'égalité, parce que c'était ça en fait, cette promesse. Cette promesse, c'est on reste français et on veut enfin avoir l'égalité. Et ça s'entend, parce que c'était aussi une promesse de la décolonisation, enfin, de dire on va devenir indépendant pour enfin avoir l'égalité. Et cette promesse d'égalité, il y a vraiment cette idée évidente, évidente, non, en tout cas partagée, qu'elle devrait se faire en réclamant toujours plus de politiques migratoires dures et en se séparant des Comores.